Alors ça les amis, c'est un 50-400 mm. C'est pas une plage de focale qu'on a l'habitude de voir sur un téléobjectif. Et ça c'est un des partis pris de Tamron depuis quelques années, ils nous sortent des focales un peu différentes. Et j'ai envie de dire, tant mieux, ça fait du bien de voir autre chose et puis surtout, on a des objectifs plus polyvalents. Alors généralement, dans cette gamme d'optiques, on nous propose plutôt des 100-400 mm. D'ailleurs, je vous affiche quelques objectifs de chez Tamron dans cette gamme pour appareils photo hybrides pour se donner une idée un peu du placement de cette focale. Parce que c'est vrai qu'il commence à avoir plusieurs références et c'est pas toujours très simple de trouver l'optique idéale pour son activité. Donc là, l'originalité, c'est ce 50 mm, de 50 à 100 mm. On est sur un téléobjectif, mais on a quand même la possibilité d'avoir un angle de prise de vue un peu plus large. Alors ça sera évidemment pas une focale très adaptée pour du paysage, mais de 50 à 100 mm, eh bien on est sur du portrait, on est sur de la street photo. Donc celui-là, il est plus polyvalent que le traditionnel 100-400 mm. Et à la limite, ça évite aussi d'avoir à emmener un autre zoom, ou alors on pourrait compléter plutôt avec une très courte focale. Alors premièrement, au niveau du poids, il pèse 1115 grammes, ce qui est un peu moins que le 100-400 mm Sigma ou encore le 100-400 GM de chez Sony. Donc ça c'est plutôt bien, ils ont réussi à le rendre un peu plus léger. Après ça pèse quand même, hein, toute une journée avec, ça peut être fatigant. Et puis si vous comptez l'utiliser sur un trépied, je vous recommande d'acheter le collier de pied qui n'est pas vendu avec, donc ça c'est un peu dommage, parce que du coup si le point de support se trouve sous la caméra, on va être beaucoup trop déséquilibré. Ensuite on est sur un zoom externe, l'objectif s'étend au fur et à mesure qu'on augmente la focale, je vous affiche les dimensions à l'écran. On a également une ouverture coulissante de f4.5 à f6.3, alors f4.5 c'est au 50 mm, il va passer à f5 au 60 mm, à f5.6 aux alentours de 84 mm, et il passe à f6.3 à environ 150 mm. Donc très rapidement, on arrive sur une ouverture assez élevée, donc il va falloir faire attention à ça. C'est un objectif qui va fonctionner la journée quand il y a du soleil. Moi, je l'ai testé pendant un passage sur Paris, il était aux alentours de 16 h. La nuit tombe assez vite en ce moment et très rapidement, avec cet objectif, on va être limité au niveau de l'exposition. Si on veut garder une vitesse élevée pour bien figer le sujet, là c'était le but, j'ai essayé de faire un petit peu de street photo, et bien là on va être obligé de compenser l'exposition en augmentant les ISO. Pour vous dire, aux alentours de 17h30, 18h, il commençait à faire quand même assez sombre et j'étais déjà à 5000 ISO. Au niveau du diamètre du filtre, on est sur du 67 mm. Ça c'est bien avec Tamron, hein, on a vraiment quelque chose d'homogène sur toute leur série d'optiques. Ça évite d'avoir utilisé différentes bagues d'adaptation. En ce qui concerne les commandes sur l'objectif, on a un loquet de verrouillage, on a une commande pour contrôler la stabilisation optique, on a un bouton personnalisable et on a un autre commutateur qui permet de choisir l'option la fonctionnalité qui sera attribuée au bouton personnalisé. Et ça c'est quand même très pratique parce que du coup on a le choix entre 3 options. Déjà tu peux attribuer une fonctionnalité qui provient de la caméra, ça peut être les ISO, activer le mode rafale, il y a plein de possibilités et en plus de ça on peut aussi personnaliser l'objectif avec leur logiciel Tamron Lens Utility. Alors ça, comment ça fonctionne? C'est très simple. On connecte l'objectif à l'ordinateur via un câble USB-C. Ensuite, il y a plusieurs options. Déjà, comme on l'a dit, on peut s'occuper du commutateur personnalisé. On peut attribuer une fonction du boîtier, donc ça on l'a vu. On peut sélectionner la fonction autofocus mise au point manuel. On a un limiteur de mise au point. On a l'option pré-réglage de mise au point. Ça fonctionne uniquement pour la vidéo. On va pouvoir contrôler la vitesse de mise au point. Alors, on a déjà des options dans la caméra pour ça, mais là, on a le choix de le faire aussi sur l'objectif. Ça peut être intéressant pour les bascules de mise au point et contrôler le rendu plus précisément. On a l'option mise au point A et B. On peut également modifier le fonctionnement de la bague. On peut soit l'utiliser en tant que bague de mise au point habituelle, soit pour modifier l'ouverture. Donc ça fait déjà pas mal d'options. Et puis pour moi, le plus intéressant, c'est qu'on peut choisir le sens de la bague. Donc ça, en fonction des habitudes, ça peut être très pratique. Et puis surtout, on peut choisir le type de mise au point, donc soit linéaire, soit non linéaire. La plupart des objectifs photos sont non linéaires, c'est-à-dire que la mise au point évolue en fonction de la vitesse de rotation de la bague de mise au point. Alors qu'en linéaire, la mise au point, elle évolue en fonction de l'angle de rotation de la bague. Et ça, en vidéo, quand on est en mise au point manuelle, c'est essentiel. Donc pour moi, c'est le premier paramètre que j'ai modifié sur cet objectif. Et en plus, tu peux modifier l'angle de rotation, la course de la bague de mise au point. Alors, nouveauté qui vient tout juste de sortir, Tamron a conçu une application, c'est quasiment la même que Tamron Lens Utility, sauf qu'elle fonctionne pour les smartphones. Et pour l'instant, ça fonctionne uniquement sous Android. Donc le fonctionnement est similaire, tu branches le smartphone en USB-C sur l'objectif et de cette manière, tu vas pouvoir le personnaliser, customiser les boutons ou encore contrôler le point A et B pour faire une bascule de mise au point. Donc ça, c'est très bien, hein. Si on est sur le terrain, on a juste le smartphone avec nous, eh bien on va quand même pouvoir ajuster les paramètres de l'objectif. Il y a juste la
mise à jour du firmware qui doit être faite obligatoirement sur le logiciel, sur l'ordinateur. Alors ensuite, côté autofocus, ça fonctionne bien. On reprend le moteur VXD. Donc au niveau de l'autofocus, j'ai fait un test déjà au 50 mm. Donc là, je suis sur l'A7 IV. Au niveau des paramètres, voilà, sensibilité, réactivité de l'autofocus, tout est par défaut. Et voilà, là, on a quelque chose qui fonctionne très très bien. Il n'y a pas de souci. La compatibilité entre le Tamron et le Sony fonctionne très bien. Là, on peut voir que voilà, la détection de l'œil fonctionne. Et même sur une avancée un petit peu plus rapide, le point a l'air de suivre. Après, on est sur une profondeur de champ qui n'est pas très très grande. On est à f4.5, mais quand même, voilà. Pour l'instant, l'autofocus est plutôt bien réactif. J'ai refait le même test ensuite au 400 mm, donc là on est à la focale la plus longue, et c'est la même chose, ça suit plutôt bien, hein. Là évidemment la profondeur de champ est plus fine, et on peut voir que le point suit, la détection de l'œil fonctionne bien. Voilà, pas de souci au niveau de la réactivité de l'autofocus, en tout cas sur l'A7 IV, qui a un boîtier plutôt performant, hein, ça fonctionne très très bien. J'en profite aussi pour vous montrer la différence entre le 50 mm et le 400 mm. Donc on est sur des valeurs de plan totalement différentes. C'est ça la force de cet objectif. On a une focale vraiment très polyvalente. Entre 50 et 400 mm, on peut aller chercher différents types de sujets, différents types de valeurs de plan. En photo, c'est la même chose, hein. Là je faisais le point sur un pigeon qui était dans l'arbre, il détecte le sujet assez rapidement, on peut passer sur une feuille en avant-plan, il trouve l'œil aussi, donc voilà, pareil que ça soit en vidéo ou en photo, au niveau de l'autofocus, il n'y a pas vraiment de soucis. Autre point intéressant, c'est la faible distance de mise au point. Au 50 mm, elle est seulement de 50 cm. On a un rapport de 1 par 2. On est presque sur de la pleine macro, et à la plus longue focale, donc au 400 mm, la distance minimale de mise au point est de 150 cm. Ce qui est quand même pas mal, hein, ça reste mieux que la plupart des concurrents, et là le rapport est de 1 sur 4. Donc on a un objectif vraiment polyvalent qui va s'adapter à toutes sortes de sujets. Également pour la photographie et la vidéo animalière, c'est un objectif qui peut être intéressant. 400 mm, ça permet d'aller chercher des sujets à distance, et même si on n'a pas une très très grande ouverture, avec la compression de la focale, on arrive quand même à avoir une petite profondeur de champ. Je l'ai testé sur les oiseaux du jardin, j'ai sorti la petite tente d'affût pour me rapprocher, et là on a quand même des valeurs de plan assez intéressantes, et finalement c'est presque plus facile de faire son exposition en vidéo plutôt qu'en photo, parce qu'en vidéo on a moins besoin d'utiliser un shutter élevé, donc on a moins à compenser avec les ISO. Et puis là dans l'ensemble, hein, la détection de l'œil pour les oiseaux fonctionne très bien avec l'A7 IV. Ensuite, au niveau de la formule optique, elle est assez complexe, hein, on a une focale assez atypique. Alors au niveau de la distorsion, déjà pour les fichiers JPEG, on a une compensation dans le boîtier, dans l'appareil photo. Pour les fichiers RAW, ça va être la même chose, on peut activer le profil sur le logiciel. Donc là sur Lightroom, le profil est activé. Si je le désactive, on peut voir qu'il y a quand même une distorsion en coussinet, avec aussi pas mal de vignettage, mais tout ça, ça se corrige avec le profil de correction au 129 mm. Donc on a augmenté un peu la focale. Ça va être la même chose, on a toujours une distorsion en coussinet et un peu de vignettage. Et puis ensuite au 400 mm, donc là on a la plus longue focale, toujours une distorsion en coussinet et du vignettage. Encore une fois, ça se corrige plutôt bien, hein, avec le profil de correction. Alors au niveau du piqué de l'objectif, dans l'ensemble c'est plutôt pas mal. Alors là ça va être un mauvais exemple parce que sur le plan large on a l'impression que la photo est bien figée, mais on peut voir que la tête est légèrement en mouvement, et comme j'étais à 1/250e de seconde, eh bien on n'a pas totalement figé le sujet. Mais autrement au niveau du piqué ça a l'air pas trop mal. Je vais essayer de voir si j'avais une autre photo. Là c'est la même chose, la tête est en mouvement, donc ça va pas fonctionner. Là j'ai une autre photo avec un pigeon dans l'arbre, hein. Je n'ai pas fait de retouche, là c'est vraiment le fichier RAW, et si je zoome sur l'œil, on peut voir que là
tout est bien net. Le piqué est plutôt correct, en tout cas au centre de l'image, il n'y aura pas de souci. Donc à ce niveau-là, il ne devrait pas avoir trop de problèmes. On peut regarder aussi, là je suis au 50 mm, donc comme ça on a la comparaison, ça c'est le 400 mm, ça c'est le 50 mm, et même chose, on a un piqué plutôt correct, là qui paraît un tout petit peu plus mou peut-être, mais on est aussi à 1/160e de seconde, donc il est toujours possible que j'ai transmis des vibrations sur l'image. J'essaye de regarder un petit peu s'il y a des aberrations optique. Voilà, on peut voir un petit peu d'aberration optique, de franges colorées ici, un peu magenta. On en a ici à contre-jour sur un ciel blanc, ça se remarque plutôt bien. On a cette frange violette. Encore une fois, ça peut se corriger en principe un petit peu en cochant l'aberration chromatique, ça pas corrigé totalement, sinon on peut y aller en manuel et on peut tout simplement voilà supprimer la frange, et tu vois, juste en enlevant un tout petit peu, ça suffit à modifier, à enlever cette couleur un petit peu violette. Donc ça peut se corriger assez facilement, généralement ici dans les profils de correction. Et pour la frange colorée, voilà, c'est à peu près tout. Je vous remontre encore une autre photo. Donc là, on avait un oiseau qui était en mouvement. Alors, je sais pas s'il a été bien figé. Il l'est un petit peu, pas totalement, mais on peut voir que, voilà, au niveau du piqué, hein, là, la photo n'a pas été retouchée. C'est vraiment le fichier brut. Ça fonctionne plutôt bien. Alors là, on voit un petit peu le bruit. Hein, je suis quand même à 1600 ISO. Mais tout ça, ça peut s'atténuer un petit peu au développement. Je vous remonte encore une photo. Ça, c'est sur le beffroi de ma ville. Si je zoome, là, je suis sur un zoom à 200%. On peut voir, hein, tout est bien net. Là, j'étais bien figé à 1250 de secondes, il n'y a pas de souci, je suis à 102 au 102 mm, donc là je suis pas à pleine focale, mais en tout cas voilà, on a un piqué plutôt correct, hein, je trouve, dans l'ensemble. En tout cas, tout ce qui se trouve au centre de l'image, il n'y a pas de souci. Au niveau du prix, il est vendu à 1499 €. Donc c'est plus cher que par exemple le Sigma 100-400 mm des GDN, qui est un peu le concurrent direct de cet objectif, mais ça reste beaucoup moins cher que par exemple le 100-400 mm GM de chez Sony. Donc on est sur un prix moyen pour une focale quand même assez originale, hein. C'est la seule qui existe dans cette plage de focale, donc en soi, il n'y a pas vraiment de concurrence directe à cet objectif. Donc voilà, encore un objectif très polyvalent que nous propose Tamron. Moi, c'est ça que j'aime avec cette marque. Si vous êtes plutôt du genre à utiliser un objectif, voire deux objectifs, et bien là, avec leurs différentes gammes d'objectifs, on a amplement le choix. Donc un 50-400 mm, c'est assez intéressant. On est à la fois sur la plage d'un 24-70, mais aussi sur la plage du 100-400. Alors moi, personnellement, je préfère séparer les focales, donc avoir peut-être plutôt le traditionnel 24-70, où ils ont aussi le 70-180, je crois, et plutôt avoir un autre objectif pour les très longues focales, comme par exemple le 200-600 de chez Sony. Mais il faut admettre que là, un 50-400, c'est très pratique, notamment pour ceux qui font de l'événementiel, du reportage photo, peut-être un peu de photo animalière, ou encore du portrait. Là, avec cette plage de focale, on peut vraiment aller chercher différents styles de sujets. Pour moi, l'avantage principal de cette gamme d'objectifs, c'est la compatibilité avec leur logiciel et maintenant avec l'application pour smartphone. Ça, c'est vrai que c'est très pratique. On a très rapidement trois boutons, trois options différentes qu'on peut customiser sur l'objectif. Et personnellement, moi, ce que je préfère, c'est voilà, choisir le type, le système de mise au point non linéaire, linéaire. Ça, c'est hyper utile et j'aimerais que ça existe sur tous les objectifs. Maintenant, à prendre en compte aussi, comme je vous l'ai dit, c'est pas un objectif très lumineux. À partir de 150 mm, on est déjà à f6.3, donc là, ça va être très compliqué. Donc c'est un objectif qui est très intéressant pour sa polyvalence, mais à faire attention au niveau de l'exposition. La plupart du temps, on va devoir compenser plus ou moins fortement avec les ISO. De préférence, c'est un objectif à utiliser par beau temps en pleine journée. Voilà les amis, vous avez le lien de cet objectif dans la description de la vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cet objectif. Est-ce que cette focale vous intéresse? Voilà, vous êtes sur la chaîne Derrière la caméra. On se dit à tout de suite pour une autre vidéo.